Monsieur Jean-Mobille, apparemment vous êtes fiché S. Qu'est-ce que ça fait d'être fiché S et quelles sont les conséquences dans sa vie quotidienne? Oui, effectivement, c'est un stigmate, un stigmate politique, policier, judiciaire, juridique, qu'on vous colle de manière arbitraire. C'est discrétionnaire. C'est l'État qui décide. Le préfet, les services de police, le ministère de l'Intérieur décident de vous mettre une fiche S. Alors, de ce que j'ai appris, c'est qu'il y a plusieurs catégories. Ça va de 1 jusqu'à 13 ou 16, je ne sais plus. Et selon le degré où vous êtes susceptible d'être dangereux, Alors que les services de police me connaissent depuis que j'ai commencé à militer, depuis les années 70, et ils savent parfaitement que je n'ai absolument rien à me reprocher, que je n'ai aucun lien avec des organisations terroristes ou violentes ou je ne sais quoi. Enfin voilà, je suis militant. Et le fait d'être militant aujourd'hui, ça vous vaut d'être criminalisé, malheureusement. Et donc une fiche S, c'est un dispositif policier qui vous contrôle à chaque fois que vous rentrez du territoire, vous sortez du territoire. Et aujourd'hui, ça va même plus loin parce que c'est l'espace Schengen qui est concerné. C'est vous rentrez par l'Italie, par l'Allemagne, par je ne sais où, ben vous êtes arrêté à la douane, on vous met de côté comme un pestiféré et vous passez une demi-heure, 20 minutes selon les douaniers, selon le zèle. Et on vous dit, vous êtes allé où, qu'est-ce que vous êtes allé faire, on vous fouille. Moi, on m'a fouillé carrément jusque dans mon portefeuille. On m'a pris des adresses. Je revenais du Forum social mondial à Tunis et on m'a pris les adresses et les coordonnées des organisateurs du forum. C'est quand même fort de café, quoi. Donc c'est embêtant, effectivement, sur votre vie personnelle. Et avoir une fiche S, moi j'en ai payé les conséquences en étant interdit d'intervention dans plusieurs endroits. À l'université de Lyon 2, ils ont fait annuler un colloque. Les fachos et les identitaires et les islamophobes et les printemps républicains et autres se sont acharnés parce qu'ils ont appris que j'avais une fiche S pour essayer de me salir là où ils pouvaient. Ils sont même allés jusque dans nos rangs, si je puis dire, puisqu'il y avait le Moussem de l'immigration de la tricontinentale qui devait avoir lieu, organisé par la TMF à Gennevilliers. Eh ben, j'étais déprogrammé la veille de l'intervention. Donc ils ont fait pression pour que les organisateurs, qui sont pourtant des gens issus de l'immigration, soi-disant des militants historiques de l'immigration, ben, ils ont cédé à la pression de ces gens-là. C'est une maladie contagieuse alors? Oui, enfin, c'est une maladie contagieuse, oui, que c'est le gouvernement qui décide quand est-ce qu'elle devient contagieuse ou pas, quoi. S'il veut vous ficher, c'est son pouvoir discrétionnaire. Et il n'y a aucun recours possible? Si, alors les recours, moi, bien sûr, j'ai sollicité la CNIL, parce que la démarche classique, c'est d'écrire à la Commission nationale informatique et liberté pour demander d'avoir accès à son dossier, à son fichier, savoir quelles sont les informations qui sont dedans. Donc quand ils sont gentils, que vous n'avez pas de problème grave, ils vous envoient les informations, vous pouvez rectifier. Et quand c'est raison d'État, sécurité d'État, ils vous disent « Ah ben non, vous avez qu'à saisir le tribunal administratif, nous ne pouvons pas vous communiquer les informations sur votre dossier. Saisissez le tribunal administratif. » Et donc nous, on a saisi carrément le Conseil d'État pour gagner une étape et pour pouvoir justement obtenir une jurisprudence, parce que c'est pas possible qu'en étant, j'allais dire, propre, n'ayant pas de lien avec des organisations terroristes, on vous colle une fiche de terrorisme. Oui, effectivement. Alors, et comment votre passé militant peut peut-être expliquer l'attitude qu'ils ont à votre égard? Alors moi, je suis un peu, enfin, moi, j'allais dire, c'est l'ADN politique, c'est l'ADN, je sais pas, familial. Moi, je suis fils de résistant. Donc moi, j'ai entendu depuis tout petit les faits de guerre, j'ai entendu des faits de résistance, j'ai entendu ce qu'ont subi mon père et ses camarades de lutte dans le maquis tunisien pendant des années. Il a été pendant 5 ans, il a pris les armes et il a essayé de défendre son pays. Donc là, la Tunisie se libère en 56, moi je suis né en 57. Donc toute ma petite enfance, je l'ai vécu sur les genoux des résistants, des résistants tunisiens, les authentiques, les vrais, dont certains ont été exécutés d'ailleurs par le pouvoir par la suite. Donc je ne pouvais pas avoir une autre culture que la culture de la résistance, à l'oppression, à l'occupation, à la colonisation, à l'injustice. Et quand j'entendais ce qu'ont vécu les résistants tunisiens, ça fait effectivement un background de révolte contre l'injustice. Donc c'est vrai que tous mes engagements après, que ce soit avec mon père à l'âge de 12-13 ans, pour défendre ses droits de travailleurs, ses camarades de chantier, pour défendre leurs droits face aux patrons véreux, ben ça m'a amené à être en confrontation avec le système très tôt. Donc toute ma vie, j'ai été dans une posture de révolte, de confrontation avec l'injustice et avec le pouvoir injuste. Et c'est vrai que quand vous avez en face de vous une administration, la police, un État, etc., qui de surcroît vous considère comme un sous-citoyen, comme un descendant de colonisien, un descendant de Fellouz. Moi j'ai connu en Ardèche, les racistes nous appelaient « Eh Fellouz, eh petit Fellouz ».
Ça veut dire, c'est petit Félaga, c'est le lien avec l'Algérie, avec les combattants, avec les Félagas, il était très rapidement fait, puisque c'était dans les années 70, donc ils avaient la mémoire vive. Pardonnez-moi, monsieur, mais il y a eu, sous l'ère de Hollande, avec les attentats terroristes qui ont eu lieu, tout de même 5000 perquisitions. Donc, est-ce que tous ces gens-là étaient fichés S? Et concrètement, c'était quelque chose de terrible pour ces gens-là. Et ça s'est soldé finalement par moins de 10 arrestations. Effectivement, il n'y a même pas eu 6 procès, je crois, en lien avec le terrorisme. Sur plus de, voilà, près de 5000 perquisitions. Donc là, ça a été d'ailleurs un phénomène révélateur de la nostalgie de certains policiers, gendarmes, etc., par rapport à ce qui se passait en Algérie, par rapport à la guerre d'Algérie. Ils ont débarqué, comme on débarquait dans la Casbah, en cassant tout, en violentant les gens, les enfants, les vieux, les femmes. Moi j'ai eu des témoignages, à CRI on a traité quelques affaires qui sont mais révoltantes, tellement l'état de droit a été bafoué, piétiné, et il y a eu même des propos racistes, ouvertement racistes, néocoloniaux, des gens qui sont nostalgiques. On va vous montrer ce que vous avez fait en Algérie, là, etc. Il y a eu des propos, voilà, des gens qui étaient dans une forme de revanche. Et en plus, ils ne pouvaient s'en donner qu'à joie, puisque le pouvoir politique les a avalisés, leur a donné le feu vert pour ça. Donc aller taper du bougnoul, aller taper du musulman, aller fracasser femmes et enfants, ben, ils se sont régalés. Et effectivement, il y a des gens, ils ont quitté la France. Moi, des familles, ils ont dit, on reste plus ici. Donc, tous ces gens-là, ils ont eu le malheur simplement d'être musulmans. Ils ont voulu taper un grand coup dans la fourmilière, comme ils disent, et ils ont raflé le plus large. C'est des rafles. La France, malheureusement, s'en prend comme ça à une population qu'on la cible et qu'on fait comme ça des descentes par milliers en ciblant une catégorie de la population. Bah, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des rafles, ça s'appelle effectivement une politique raciste, une politique islamophobe. Oui, pendant la guerre d'Algérie, on a toujours eu quand même des groupes d'intellectuels, voire certains journalistes qui ont pris parti pour la justice. Où en est-on aujourd'hui en France à ce niveau? Alors, malheureusement, il y a deux choses en France, et je le dis souvent, qui posent problème. C'est la question de la Palestine et la question de l'islamophobie, sur lesquelles, particulièrement l'islamophobie, on a trouvé un consensus. Avant, moi j'ai connu les années 70 où on avait des militants de gauche, humanistes, chrétiens, etc., qui se battaient avec nos parents ou avec nous en disant oui, la cause des travailleurs immigrés, c'est pas normal, ils sont exploités, etc., les jeunes des quartiers, etc., etc. Et dès que l'islam est apparu, eh bien, c'est devenu quelque chose un repoussoir politique qui a fait une coalition qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et nous qui pensions pendant des années que la gauche et l'extrême gauche c'était nos copains, nos amis, nos camarades de lutte et nos compagnons de lutte, on s'est rendu compte qu'ils étaient sur la même longueur d'onde dès qu'il s'agit de l'islam. Et l'événement de Ilham Moussaïb, la jeune candidate du NPA qui voulait se présenter avec son foulard, eh bien on a vu la montée en force du numéro 2 de la LCR et de gens de lutte ouvrière. Moi j'étais à lutte ouvrière, j'ai eu honte quand j'ai vu Arlette Laguier, bras dessous avec Fadela Amara, chasser des filles voilées qui manifestaient le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, d'une manifestation. Ils leur ont craché dessus, ils les ont chassés. Et j'ai eu honte d'avoir été dans lutte ouvrière à ce moment-là. Donc effectivement, la question de la solidarité, elle s'arrête au seuil de l'islam en France. Alors on a eu une pseudo-solidarité qui était du paternalisme, et moi je pèse mes mots. La véritable solidarité, elle a commencé un peu avec la pastorale des migrants, mais c'était toujours un peu dans une forme de compassion, une sorte de main tendue du chrétien qui, au nom de la Bible, devait tendre la main à l'étranger, à l'orphelin, aux pauvres, etc. Mais moi, je veux pas de ça, moi. C'est pour ça que j'ai créé en 81 l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés, dans laquelle il y avait des militants communistes, humanistes, etc. Parce qu'on me parlait de solidarité, et on me parlait d'égal à égal. Et là, je me suis retrouvé un peu plus à l'aise. Mais malheureusement, avec le temps, on s'est rendu compte que toutes ces dynamiques de gauche et d'extrême gauche sont devenues des mouvements paternalistes qui, en perte de vitesse, que ce soit syndical, politique, militant, altermondialiste, anticoloniaux, etc., sont retrouvés en perte de vitesse, en perte de troupes, et ont commencé à racoler chez les musulmans. Et aujourd'hui, moi j'ai vu des gens qui doivent encore leur existence simplement parce qu'ils sont accaparés quelques-unes de leurs luttes qui sont érigées en porte-parole de nos problématiques. Eh ben voilà, donc voilà, aujourd'hui ce n'est plus de la solidarité, c'est une forme d'assistanat, une forme de paternalisme qui aggrave la situation en réalité. Et donc sur le plan idéologique, comment êtes-vous passé de lutte ouvrière aux jeunes musulmans? C'est vrai que moi je suis fils d'ouvrier, fils de résistant. Mon père, quand il a libéré son pays avec les hommes et les femmes tunisiens,
Eh ben, le pouvoir a été pris par Bourguiba. D'ailleurs, je viens de mettre sur Facebook aujourd'hui, vous pouvez regarder sur ma page, Bourguiba en pleine résistance contre le colon et contre l'occupant. On le voit avec un journal La Croix, avec un chapeau, avec un queue de pie, une canne, je sais pas quoi, il se balade comme ça dans les rues de Paris, vraiment très à l'aise, loin des champs de combat, loin de la résistance, voilà. Donc ces gens-là, quand ils ont pris le pouvoir en Tunisie, ils ont éliminé les résistants de la scène politique, et mon père s'est retrouvé docker, donc il s'est retrouvé ouvrier docker à descendre des sacs de blé avec son dos, etc. Donc j'ai grandi avec les habitus, comme dirait Bourdieu, du fils de prolétaire, du fils de résistant, du fils de... Voilà, moi ma classe, c'est la classe ouvrière. Je n'ai pas de déni, j'ai pas de problème avec ça. Donc, pardon, la question c'est... Oui, alors, du coup... Voilà, donc automatiquement, je ne pouvais qu'être du côté des travailleurs. Quand j'ai croisé à la sortie du lycée un jour un gars de Lutte ouvrière qui vendait le journal Lutte ouvrière, j'ai regardé, je dis ouais, les travailleurs, machin, on s'est mis à parler. Donc je suis tombé dans le truc, quoi. Je dis bah ouais, ça me parle, moi je suis fils d'ouvrier, les travailleurs. J'étais dans un lycée technique, en plus j'allais sortir du lycée pour aller dans le monde du travail. J'ai dit bah c'est bien de prendre un peu des armes, quoi. Je vais pas y aller comme ça dans le champ de bataille les mains vides. Et donc j'ai pris avec eux, je me suis lié de sympathie. Après ils ont commencé à venir me visiter. Enfin ma famille les connaissent. Moi j'étais encore jeune, je sortais de l'adolescence, ils venaient jusque chez moi à l'Ardèche, ils venaient les manger à la maison, etc. Voilà. Donc ils m'ont pris en main, entre guillemets, je me suis engagé avec eux, j'ai trouvé quand même, malgré l'athéisme, malgré le matérialisme, malgré tout ce que vous voulez, un fond d'islam en eux, mais j'étais pas encore musulman, j'étais pas dans la pratique, moi j'étais un jeune voyou de quartier, tout ce que tu veux, un jeune qui vivait sa vie, qui en avait rien à foutre. Voilà, pour moi la question de l'islam c'était une question secondaire, j'étais musulman sociologique, mais j'étais pas du tout pratiquant. Mais quand je les voyais, mais j'avais un respect pour l'islam quand même, parce que mon père était pratiquant, voilà, donc j'ai grandi aussi musulman. J'avais un respect, et quand je regardais Lutte ouvrière, leurs programmes, leurs revendications, la dénonciation des trusts, des guerres, etc., je me disais, mais ce qu'ils disent, c'est quand même intéressant. Et après, moi, en 79, donc j'ai eu un drame familial, j'ai mon frère qui est décédé, Allah yarhamou, que Dieu lui accorde sa miséricorde, et ça m'a été un électrochoc pour dire, au-delà de la dimension matérielle, il y a une dimension qui est dans l'au-delà, et c'est quoi cette dimension de l'au-delà? Et là, je me suis posé des questions, je suis venu à l'islam, et je leur ai dit, et certains doivent s'en rappeler, les cadres qui me suivaient, ils s'en rappellent, je leur ai dit, écoutez, moi, aujourd'hui, je ne peux plus rester avec vous, parce que j'ai trouvé quelque chose que vous ne pourrez jamais m'apporter. C'est une dimension transcendantale, c'est un lien que vous n'avez pas, c'est une source que vous n'avez pas. Par contre, le jour où vous ferez la révolution, vous me trouverez avec vous sur les barricades. Parce que certaines de vos luttes, certaines de vos causes me parlent au nom même de mon islam. Et mon islamité, mon retour à l'islam, a renforcé ma détermination à lutter contre l'injustice et à être auprès des pauvres, comme l'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a X situations où il a été en direction des pauvres, auprès des opprimés, auprès de ceux qui subissent les injustices. Alors, pour vous, la description du mode de production capitaliste avec les lois de la plus-value sont-elles à jeter aux orties avec la foi musulmane ou pas? La foi musulmane, elle n'est pas incompatible avec la propriété privée. Alors nous, le garde-fou qu'on a, à la différence du capitalisme financier ou du capitalisme tout court, c'est qu'on a la zakat. La zakat, c'est un pilier fondamental de l'islam. Ce que les gens oublient, c'est que c'est le troisième pilier. On a la profession de foi, salat, zakat, saum et le hajj. On a le pilier de foi, la profession de foi, la prière, l'aumône légale, l'aumône obligatoire. On a le jeûne, ce que certains appellent ramadan. On a le pèlerinage. Il vient en 4e position, le jeûne. Pourtant, quand vous regardez en France, d'après les statistiques du secrétariat en relation avec l'islam en particulier, il y a entre 70 et 85% de pratique du ramadan. Le plus grand pratique, c'est les Marocains. Les Marocains pratiquent à 85%, voire même plus aujourd'hui, le ramadan. Et les chiffres remontent à il y a une dizaine d'années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être à 80-92% de gens qui pratiquent le ramadan. Et quand vous allez à la zakat, qui est le pilier d'avant, que Dieu nous a imposé, que l'islam nous a imposé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a imposé comme troisième pilier, eh bien on trouve 0,5% peut-être qui donne la zakat. Et la zakat, c'est un impôt obligatoire. Ça veut dire que si aujourd'hui, et moi je lance le défi aux économistes, aux banquiers, prenez-moi 2,5% du patrimoine des musulmans dans le monde, et on éradique la faim, la maladie dans le monde tout de suite. C'est clair. Donc nous, voilà, donc la propriété privée, oui. Donc d'ailleurs, pourquoi l'islam est combattu aujourd'hui? Il faut que les gens comprennent quand même. Pourquoi l'islam est combattu? Pourquoi l'islam aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à en faire une religion zombie, comme dit Emmanuel Todd à propos du christianisme. Il dit les chrétiens sont devenus des zombies. C'est-à-dire qu'ils ont une religion en façade, mais qui n'a aucun effet sur la vie sociale, sur les relations, etc. Donc nous, ils ne sont pas arrivés à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clergé.
Donc Macron, il est en train de nous parler de consistoire, de grands imams, etc. Donc il se moque de nous. Ça, jamais ça ne passera. Parce que si Dieu a voulu que l'islam soit une relation personnelle entre ses adorateurs et lui, c'est pas Macron qui va venir s'interposer au milieu, ni l'imam Tartampion. Donc ça c'est clair, ça c'est l'échec d'office. Secondo, l'islam interdit l'usure. Aujourd'hui, le monde, l'économie mondiale est basée sur l'intérêt, est basée sur le pillage, est basée sur l'injustice. Mais comment vous voulez que l'islam soit respecté? Donc il est gêne l'islam. Donc on va tout faire, les capitalistes, les ultras, les trusts, les dirigeants de ce monde vont tout faire pour salir cette religion, pour en dégoûter les gens, pour en éloigner les gens. Et le phénomène Daesh, d'ailleurs il y a un criminologue qui a démontré, il a dit les 10 dirigeants de Daesh, les 10 dirigeants, il y en a 2 qui sont musulmans. Ça vous donne une idée. Et 2 musulmans, j'aimerais bien voir quel est leur islam, quel est le type d'islam qu'ils pratiquent. Donc ça veut dire que tout ça, c'est une volonté manifeste. Alors, et là où moi, à leur place, j'arrêterai, je réfléchirai en me disant, dans l'histoire de l'humanité, quelles sont les forces qui ont pu résister malgré des attaques aussi importantes. Dans les 50 dernières années, après la guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de musulmans ont été tués dans le monde. Et comment, avec toutes ces attaques, toutes ces criminalisations, toutes ces diabolisations, toutes ces campagnes de haine par les médias, les politiques, l'islam continue à avancer. Il avance même dans l'Orient, en Normandie, en Picardie, dans le Pays Basque. Il y a des gens qui rentrent dans l'islam. Mais posez-vous la question, bon sang. Parce que le monde aujourd'hui est tellement mal fait, il est tellement mal construit, que même des jeunes qui n'ont rien à voir avec l'islam en tant que bassin culturel, en tant que milieu culturel, cherchent quelque chose, un idéal autre, un idéal de justice, un idéal qui leur donne sens à la vie. Et ils ne le trouvent plus aujourd'hui ni dans le capitalisme, ni dans le socialisme, donc certains cherchent dans l'islam. Alors, c'est vrai qu'à nous de dire, attention, quel islam? Parce qu'il y a des islams, entre guillemets, il y a en tout cas des interprétations d'islam qui vont parfaitement dans le sens des dominants et qui enrichissent cette diabolisation, qui enrichissent ce jeu-là, justement, de la criminalisation de l'islam. Et voilà, donc il y a suffisamment, aujourd'hui, 2 pays, suffisamment d'organisations qui sont, j'allais dire, main dans la main avec les dirigeants du monde. Et avec, quand je vois, par exemple, Davos, je sais pas, je suis tunisien d'origine, quand je vois Rachid Ranouchi, des régions de Narda, qui ont refusé de criminaliser la relation avec l'entité sioniste et qui se retrouvent à Davos, moi je veux dire, à Davos, c'est pas les défenseurs des pauvres. Que je sache, quand ils se réunissent à Davos, c'est pour voir comment ils peuvent mieux piller la planète, comment ils peuvent mieux piller les ressources d'Afrique, comment ils peuvent installer des bases de l'OTAN et des bases américaines, etc., comment ça s'appelle, en Tunisie et ailleurs. Donc moi je me dis, comment des gens, au nom de leur islam, ils peuvent être complices, directs ou indirects, de ces pratiques-là? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, on lui a proposé d'être le roi des Arabes, il a dit non. De toutes les tribus arabes, il a dit non. On lui a proposé d'avoir les plus belles femmes des tribus arabes, il a dit non. Il lui a dit, on va te donner tout l'argent que tu veux, le plus riche, il a dit non. Il leur dit, on va adorer ton Dieu un jour et nous un jour, il a dit non. Wallah, il a dit, si vous mettez la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, je ne lâcherai pas la mission pour laquelle j'étais envoyé. Donc aujourd'hui, c'est ça l'islam. L'islam, c'est quelque chose qui est subversif face aux injustes par essence. Et c'est insaisissable. Alors ils peuvent étouffer, ils peuvent... Combien de par le monde, depuis même, j'allais dire, des siècles et des siècles, depuis l'arrivée des Mongols sur Bagdad, etc. L'islam, il a revécu, il s'est ressuscité et il a su apporter en tout cas des réponses à l'humanité dans ce à quoi elle aspire de plus noble. Alors bien sûr, il y a des gens qui le salissent, il y a des gens qui l'interprètent mal, il y a des gens qui l'instrumentalisent, il y a des gens qui ne le connaissent pas. La plupart des musulmans aujourd'hui en France ne connaissent pas leur religion. Parce que le colonialisme a tout fait pour analphabétiser nos parents. Ce que ne savent pas les gens, quand l'Algérie a été colonisée en 1830, il y avait 95% de gens qui étaient lettrés. Moi, personnellement, quand j'étais petit en Tunisie, avant d'aller à l'école, j'étais à l'école française d'ailleurs, j'étais au Kouteb chez le Talib, comme disaient les Marocains, j'étais à l'école à 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ai été apprendre l'écriture et le Coran sur des planches en bois, avec de l'encre, etc. Et j'ai appris comme ça les 2 hizb, les 2 derniers chapitres du Coran, et j'étais tout bambin. Et donc tous les enfants des pays musulmans apprenaient à lire et à écrire. Quand la France a quitté l'Algérie, il restait que 2% de lettrés, et les 2% c'était les fils de Bachaga, les fils de ceux qui allaient servir les intérêts de la France par la suite. Et que la France a instauré par la suite, comme elle l'a fait en Tunisie, au Maroc et ailleurs. Donc comment voulez-vous que notre génération, moi mon père, que Dieu ait son âme, Allah, je lui ai appris à faire Ali, A-L-I, il signait une croix.
Je lui ai appris comme ça, moyennant quelques heures de travail à Ali. Comment tu me dis que, voilà, donc comment ils pouvaient connaître leur religion? Comment ils pouvaient accéder au savoir? Comment ils pouvaient accéder aux sources? Ils ne pouvaient pas. Donc on leur a substitué un corpus de charlatanisme, de maraboutisme, de Cheikh Flan, Cheikh Allan, machin, et contentez-vous de cette religion-là, et voilà, et le ramadan c'est pour faire le couscous, le makroud, et l'Eid al-Adha c'est pour le mouton, on a fait du mouton, et on a folklorisé toute une religion qui est une révolution en soi. L'islam, il est venu révolutionner le monde. Relisez l'histoire de l'arrivée de l'islam. Relisez l'époque de Jahiliya, comment le monde vivait à cette époque-là. Donc aujourd'hui, quand je vois toute une génération d'analphabètes qui ont élevé leurs enfants en France, et que sur la question de l'islam, ils n'ont rien transmis quasiment, eh ben, je ne suis pas étonné que n'importe qui te dise je suis musulman et qu'il va faire n'importe quoi. Donc il y a tout un travail d'éducation populaire, comme l'a fait la gauche dans les années 60-70, eh bien il faut aussi que, si ce n'est pas l'État, ce dont je doute, l'État ne le fera jamais, que des organisations, que des militants, que des associations fassent aussi ce travail d'éducation populaire pour permettre à ces jeunes de connaître leur identité réelle, leurs sources, leurs origines, leur religion, la spiritualité. En France, on a des églises, on a des curés, on a des évêchés partout. Et pour ce qui est de l'islam, on a que des vendus, excusez-moi le terme, que Dieu me pardonne, mais voilà, entre celui à qui on donne la Légion d'honneur, celui qu'on dit, vas-y, tu vas être désigné le prochain imam, celui qui est imam, pseudo-imam, alors que c'est un clown. Donc voilà, entre celui qui vient de l'étranger, qu'on nous instaure comme le porte-parole des musulmans de France, je veux dire, entre quelqu'un qui ne vit pas nos réalités, et quelqu'un qui est importé par les autorités françaises qui ne sait même pas écrire un sujet, un verbe, un complément, il y a de la marge, quoi. Il y a les acteurs de ce pays, il y a aujourd'hui des gens qui connaissent, qui sont engagés, qui sont lettrés, qui sont instruits, qui sont éclairés, qui peuvent apporter des réponses à nos jeunes. Mais leur parole est étouffée. C'est effectivement, on substitue à la parole des acteurs authentiques, des acteurs qui sont manipulables médiatiquement et politiquement, et l'actualité nous le montre tous les jours. Oui, justement. Alors, qu'est-ce que l'islam peut apporter aux opprimés sur Terre, et en particulier en France, indépendamment de leur appartenance religieuse? Un idéal de vie, un idéal de justice, un idéal d'antiracisme, je lisais un truc sur Bilal, c'est les compagnons du prophète, parce qu'à un moment, j'ai vu les marxistes qui analysaient le racisme comme une création du capitalisme, etc. Non, c'est pas que ça, c'est intrinsèque à l'être humain. L'être humain, il a en lui cette capacité de faire mal à l'autre parce qu'il est différent et de les décider. Un compagnon qui dit à Bilal, il lui dit à Ibn Saouda, il lui dit fils de négresse. Et il s'est fâché, on a parlé au prophète, et le prophète il a grondé, il n'était pas content, et le compagnon il a mis sa tête par terre, il a dit vas-y, écrase-moi le visage, toi fils de nègre, des restants. Donc déjà à l'origine de l'islam, il y a eu le combat contre le racisme, contre les riches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne le savent pas, il a créé une coalition qui s'appelait le pacte de chevalerie, le pacte de bienfaisance. Alf al-Fudul, il avait 20 ans, il n'avait pas reçu la révélation, il n'était pas encore prophète, et il s'est associé à des non-musulmans pour aller rendre justice, pour faire la justice sociale. Et il allait auprès de qui? Auprès des pauvres qui étaient opprimés, à qui on enlevait le droit, à qui on enlevait leurs enfants, à qui on enlevait leurs terres, à qui on ne rendait pas leur argent. Et il est allé rendre justice jusqu'à aller à Abu Jahl. Ils sont allés voir Abu Lahab ou Abu Jahl, je ne sais pas, un des deux. Ils sont allés le voir et le prophète Sassam, il l'a grondé et il a vu un gros chameau qui survit sur lui tellement il a eu peur. Il a dit non, je rends. Donc que les gens retournent à la source de l'islam pour comprendre qu'est-ce qu'il est venu apporter cet islam, comment le monde était à cette époque-là, pour voir qu'il y a une alternative. On ne l'a pas, l'islam n'a pas joué son rôle en réalité, dans l'histoire de l'humanité. Il a joué son rôle jusqu'à la chute du califat et encore, parce que les empires ottomans, abbassides et omeyyades, il y avait des choses à dire, mais j'allais dire aujourd'hui, au-delà des arabo-musulmans, l'islam peut apporter une perspective, certains diront une utopie, mais bon, moi je dirais plutôt une perspective de justice sociale qui fait défaut à l'humanité aujourd'hui. Parce que de quoi souffrent aujourd'hui les gens? C'est des rapaces qui sont en train de les affamer. Même en Occident, quand je vois les retraités, on leur dit bah, écoutez, vous allez perdre à cause de la CSG, vous allez perdre 800 €. La ministre qui dit vous allez devoir sacrifier 800 € annuellement sur votre retraite. Et dans le même temps, elle se tape 62 000 € de bénéfices sur l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui a été supprimé. Mais comment voulez-vous que le Français de base, il regarde ça et ils disent ah ça c'est nos dirigeants, ils sont bien. C'est des voleurs. Donc il ne peut que contester le pouvoir de ces gens-là pour dire
Est-ce qu'il y a quelque chose, comme lorsque Tariq Ibn Ziyad a traversé la Méditerranée, il est arrivé et il a trouvé des gens qui étaient accablés d'impôts, de gabelles, de je sais pas quoi, de machin, et il a apporté une justice, un traitement égalitaire entre ceux et il n'a pas à t'imposer cette injustice-là. Donc moi je dis, s'il est combattu l'islam, en ce moment, avec cette ferveur-là, c'est peut-être parce qu'il est capable d'apporter ce genre de réponse à l'humanité qui en a besoin. Oui, alors vous défendez les musulmans au sein du collectif contre le racisme, la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Pourquoi défendre les musulmans et pourquoi dites-vous en même temps que c'est une forme de régression par rapport au combat que vous aviez mené? Alors, c'est vrai, je vais commencer par la fin de la question. Moi, je dis que c'est une régression, pourquoi? Parce que dans les années 70, moi, j'ai des souvenirs, j'ai des combats, j'ai même des traces écrites, où je faisais des choses avec des gens du MRAP, des communistes, des juifs, des athées, des catholiques, etc., qui n'avaient rien à voir, et qui ne mettaient pas en avant leur religiosité. On parlait de combats contre Le Pen, contre l'extrême droite qui montait, contre le fascisme, contre le nazisme. Et on se retrouvait solitaire. En 74-75, j'étais à Grenoble dans des manifestations étudiantes et travailleurs qui disaient, travailleurs immigrés, travailleurs français, même combat, même patron, etc. J'ai suivi, j'étais jeune à l'époque, les grèves dans l'automobile, où les syndicats, les partis politiques, les chrétiens, les prêtres ouvriers, tout le monde, les humanistes, disaient travailleurs français, travailleurs étrangers, même salaire, etc. Parce que sur les chaînes de l'automobile, il y avait 3 types de salaires. Il y avait le salaire français, le salaire européen et le salaire nord-africain, qui étaient 3 différents. Donc il y avait des combats unitaires, des combats dans lesquels on pouvait se retrouver avec des gens qui n'étaient pas spécialement de nos appartenances religieuses, ethniques, culturelles ou politiques. Bref. Et cette période-là, moi je l'ai vécue, j'ai milité dedans. Quand j'ai créé l'ASTI, l'Association de solidarité avec les travailleurs immigrés, j'avais créé bien sûr l'Association des musulmans d'Aubenas à l'époque parce qu'on avait besoin d'un lieu de culte, parce qu'il n'y avait pas de lieu de culte. Et que si le MRAP ou la pastorale des migrants l'avait fait, j'aurais pas eu besoin de créer une association de musulmans pour prendre un lieu de culte. Mais, et on s'est rendu compte avec le temps que certaines problématiques n'étaient plus prises en compte. Le virage, j'allais dire définitif, ça a été la mort de Mouloud Aounit, paix à son âme, qui était membre du MRAP, qui a pu imposer au forceps la notion d'islamophobie au sein du MRAP. Mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples. Et depuis qu'il est parti, le MRAP a changé complètement de casaque. Moi, j'étais un des éléments fondateurs du MRAP en Basse-Ardèche. À l'époque, il n'y avait pas l'islamophobie, c'est le racisme anti-arabe, effectivement, parce que l'islam n'avait pas cette visibilité, n'avait pas cette présence sociale. Et on s'est rendu compte que ces problématiques-là sur les discriminations liées à l'appartenance religieuse étaient abandonnées par la Ligue des droits de l'homme, par SOS Racisme, par le MRAP, par l'UNICRAP, tout le monde, personne ne s'y intéressait. Donc on s'est dit, on va s'y intéresser. Mais la particularité qu'on a, nous, à CRI, c'est que moi, je le dis, je le répète, et je veux que ça reste dans l'histoire. Sami Deba, le président du CCIF, fondateur et vivant, Lila Charef, la responsable juridique, elle est toujours présente. Je les ai rencontrés, je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, l'islamophobie, il faut la combattre politiquement. Je dis, il y a une affaire qui est emblématique. Je le dis, une maman palestinienne à Lyon, qui a 5 enfants à sa charge, qui est divorcée, ça fait X fois que je le répète, j'ai l'impression d'un disque rayé. Mais c'est pas grave, je le répète, parce que pour moi, c'est emblématique du combat à mener. Je lui dis, c'est une Palestinienne, elle est massacre de Gaza qui vient de passer, elle est divorcée, elle a 5 enfants à sa charge, elle porte le foulard, on lui interdit de faire une formation pour être assistante maternelle. Je lui dis, c'est un cas politiquement explosif. C'est comme José Bové avec son McDonald's, quand il a démonté, ça a débouché sur la malbouffe, sur Monsanto, sur le trust agroalimentaire, sur la malbouffe, etc. Je dis, nous, il faut qu'on parte d'une affaire comme ça, pour impliquer toutes les dynamiques politiques, sociales, syndicales, pour dire aujourd'hui, les musulmans sont attaqués, non pas parce que c'est l'école qui est menacée, soi-disant, la laïcité de l'école qui est menacée, mais parce qu'on les attaque en tant que travailleurs. C'est-à-dire que les musulmans, aujourd'hui, deviennent une cible de la discrimination, simplement parce que musulman, dans le monde de l'emploi. J'ai dit, il faut qu'on en fasse une affaire politique nationale. Il m'a dit non, on ne va pas faire ça, il ne faut pas manifester, ça va les pousser à nous faire une deuxième loi. Je lui dis non, je dis, il faut manifester, il faut occuper la place publique, il faut interpeller les politiques, il faut en faire une affaire politique. Il m'a dit non, nous on n'est pas d'accord. Je dis, bah, quand c'est pas d'accord, nous on va monter quelque chose de plus offensif. On a créé la coordination contre le racisme et l'islamophobie pour dire que le combat contre l'islamophobie, c'est un combat éminemment politique. Parce que si on se contente de la dimension juridique, on peut passer des années sur certaines affaires, on peut même être subventionné par l'État pour ça. Et l'État va dire, mais vous voyez, je suis un État démocratique, je donne même de l'argent aux opposants pour qu'ils me combattent. Donc nous, ce truc-là, on ne tombe plus dedans, c'est un piège. Et nous, on dit, c'est un rapport de force politique, c'est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'islamophobie, le racisme, ce ne sont pas les faits de militants, enfin de citoyens lambda, ce sont des politiques publiques, ce sont des idéologies
qui sont travaillés, qui sont structurés, qui sont appliqués par des actions politiques, par des dispositifs juridiques, par des dispositions législatives, réglementaires, comme la loi du 15 mars 2004, comme la loi sur les nounous, comme la loi sur le niqab, etc., qui sont des affaires d'État. Ça, c'est pas M. Dupont qui s'est levé et a dit « Moi, je vais interdire aux femmes de porter un foulard, je sais pas quoi, je fais l'école. » C'est bien l'appareil d'État, c'est bien les services de l'État, c'est bien les administrations qui ont mis en place ces appareils dispositifs. Donc, on le dit, c'est sur ce terrain-là qu'on peut faire évoluer les choses. Donc, et pourquoi je dis c'est une régression? Parce qu'aujourd'hui, on nous a cloisonnés, on s'est même cloisonné nous-mêmes entre ceux qui défendent les Noirs, ceux qui défendent les Arabes, ceux qui défendent les Roms. Alors, vous avez comme ça toute une myriade d'associations ethnicisées, communautarisées entre guillemets, qui disent « Ah, mais moi je défends, c'est quoi, c'est devenu des parts de marché ?» Alors que la problématique, elle est sociale. Moi, si je défends les musulmans, c'est parce que ce sont eux qui sont aujourd'hui la population la plus vulnérable sur laquelle les politiques sécuritaires, les politiques draconiennes du gouvernement sont expérimentées dans leur lieu de vie, dans leur vie de travail, dans leur vie à l'école, dans leur religion, dans leur spiritualité. On leur dit comment aujourd'hui il va falloir adorer votre Dieu. Comment vous allez pratiquer votre islam? C'est pas possible. Donc nous, on s'élève contre ça. C'est pas possible. On peut pas... Oui, alors est-ce que vous pensez que c'est uniquement dû au passé colonial de la France, la situation des musulmans en France, ou est-ce que c'est lié à un facteur plus général, l'impérialisme ou... Non, mais on ne peut pas nier que le subconscient collectif en Occident, il est rempli de clichés, de préjugés, j'allais dire, de marqueurs historiques qui diabolisent les musulmans. Alors, vous pouvez monter aux croisades, vous pouvez passer par la période ottomane, vous pouvez passer par la période coloniale, vous pouvez passer par la période de l'immigration. Il y a toujours eu ces clichés-là contre les musulmans. Ce qui fait que, et quand la France est arrivée, qu'elle instaure le code de l'indigénat ou qu'elle instaure l'esclavage, elle instaure des rapports sociaux. Elle instaure des rapports de domination des Blancs, des colons sur les autres. Donc on ne peut pas instaurer des rapports de domination sur une population donnée pendant des siècles et ne pas en tirer la conclusion que ça va devenir, j'allais dire, des habitus. Ça va devenir effectivement des réflexes, de relations sociales et voire même une hiérarchisation dans les rapports sociaux. Vous voyez aujourd'hui la façon dont le flic traite un noir ou un américain ici, dans un contrôle aux faciès, un maghrébin de banlieue ou un touriste américain, vous allez voir la différence de rapport, la différence de discours. Vous allez au tribunal, vous allez voir la différence qu'un juge emploie, même en termes j'allais dire, d'éloquence, en parlant aux jeunes de banlieue et aux voleurs au col blanc, vous allez voir une différence. Donc, effectivement, le passé colonial, il a son rôle, j'allais dire, déterminant malheureusement aujourd'hui encore dans les rapports sociaux. Il y a une forme de sous-citoyenneté qui a été instaurée, non pas par la loi, parce que la République, soi-disant des droits de l'homme, ne peut pas mettre en place des lois discriminatoires d'apartheid, même si, entre guillemets, la loi du 15 mars 2004 est une loi d'exception, est une loi raciste, d'exclusion, etc. Et qu'il y en a d'autres comme ça, la circulaire Châtel, la loi sur le niqab, etc., qu'on essaie de camoufler en disant, ben non, c'est sur la sécurité publique, ouais, à d'autres, quoi. On nous prend vraiment pour des clowns. Donc, malgré ça, cet état de droit, dans la pratique, il a instauré, en tout cas il a laissé s'instaurer un traitement discriminatoire d'une catégorie de la population, les arabo-musulmans, les noirs, les pauvres. Parce que moi, je ne veux pas simplement ethniciser cette question, c'est une question de classe, une question de population. Pour l'ouvrier français, l'ouvrier européen et l'ouvrier nord-africain, c'est pas pour rien. C'est effectivement divisé pour mais au-delà de ça, moi, il y a même une dimension psychologique, identitaire profonde. C'est comment moi, c'est des blessures narcissiques, moi, que je peux pas oublier. Il n'y a pas que moi. Il y a des milliers d'enfants de moudjahidines qui viennent chez le colon pour manger leur pain. Et c'est pas une honte, ça. C'est pas une honte pour nos dirigeants. C'est pas une honte pour les pays qui, soi-disant, ont leur indépendance et qui viennent se pavaner dans les congrès internationaux en disant moi je. Vous êtes des escrocs, vous êtes des pions du capitalisme international, vous êtes des pions du colonialisme. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle vague de guerre coloniale, à une nouvelle mainmise des pays de l'Occident. D'ailleurs, c'est depuis 1492, moi je cite souvent cette date-là, parce que effectivement c'est la date où le véritable capitalisme a été instauré en pillant les Amériques et en exterminant les populations indiennes, etc., et amérindiennes, et pour continuer à faire tourner le business, à exploiter les mines d'or et ramener les trésors de là-bas, on a amené les Noirs d'Afrique, et le business de l'être humain a commencé aussi avec ces périodes-là. Donc, il y a effectivement
cette dimension qu'il faut aussi effectivement avoir à l'esprit. D'accord. Alors quelle est votre position sur la question justement des migrants? La question des migrants, ben, moi je partage effectivement la position de Badira. C'est les migrants sont, j'allais dire, une conséquence de la fausse indépendance de nos pays d'origine, sont une conséquence de l'instrumentalisation de l'Occident et des nouvelles formes de domination qui nous ont imposé une mafia qui dirige nos pays, qui s'en met plein les poches. Vous ouvrez les coffres, d'ailleurs regardez Kadhafi quand il est tombé, combien on a découvert de milliards. Le Maroc, du temps de Hassan II, il y avait 45 milliards de dollars qui étaient planqués aux États-Unis de payer la dette du Maroc. Bourguiba, il est parti les mains vides, lui le pauvre, c'est un des seuls qui a essayé d'investir dans autre chose. Mais Ben Ali, quand il est parti de Tunisie, on a trouvé des fortunes colossales jusqu'à aujourd'hui. Et le pire, c'est que cet argent du petit peuple n'est pas restitué. Ni par la France, ni par la Suisse, ni par les paradis fiscaux. Parce qu'ils disent que c'est de l'argent mal acquis. On l'a vu déjà pour Marcos, pour les Philippines à l'époque. Mais il reste dans les banques européennes. Et il reste dans les banques européennes, les banques européennes le refusent de le restituer au peuple. Mais on se moque des populations du Sud. Donc aujourd'hui, effectivement, ces dirigeants-là, si ils étaient indépendants réellement, s'ils avaient la même mise sur le phosphate, sur le gaz, sur le pétrole, sur les minerais, sur l'agriculture, sur l'huile d'olive en Tunisie, premier producteur mondial cette année, elle a été la Tunisie. Et il n'y a jamais eu autant de jeunes qui veulent quitter la Tunisie. 45% des jeunes tunisiens veulent partir. 90% des diplômés tunisiens quittent la Tunisie, ne reviennent jamais. Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que la France se permet encore de dire « Ah ben on va faire une immigration choisie ». On va choisir qui? Ben les cerveaux. Comme ça, on laissera ces bougnoules et ces indigènes et ces macaques, on les laissera au Moyen-Âge. Comme ça, ils retourneront à l'âge de pierre. Ils n'auront plus de cerveau dans leur pays, ils n'auront plus d'industrie, ils n'auront plus de chercheurs, ils n'auront plus de cerveau, et ils crèveront la dalle là-bas. Mais c'est hallucinant. Mais comment on marche sur la tête? Donc c'est pas possible aujourd'hui qu'on se taise sur les crimes contre l'humanité que sont en train de commettre l'Occident et ses valets dans nos pays d'origine. Parce que quand je vois la mer Méditerranée devenue un cimetière à ciel ouvert, qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui sont en train de mourir, j'ai honte de manger du poisson. C'est vrai, je me dis, mais wallah, ça m'arrive des fois, que quand on achète du poisson à la maison, je dis, mais subhanallah, mais ce poisson, la Méditerranée, il a dû manger des petits frères. Il a dû manger des êtres humains, ce poisson. Mais qu'est-ce qui devient les êtres humains? Ils sont mangés. Tu manges la chair de ton frère. Et tu ne réagis pas, et tu vas te gaver, et tu vas encore consommer. Non, on marche sur la tête, quoi. Excusez-moi, c'est pas moi qui parle, c'est une mécanique comme ça qui me dépasse. C'est une révolte permanente, malheureusement, mais voilà. C'est le but de cette interview. Alors justement, est-ce que dans ce contexte-là, l'islam est-il la dernière identité des exclus, et est-ce que l'identité a remplacé la question sociale? Alors, la question de l'identité, en tout cas en France, a été instrumentalisée. Quand on nous fait le ministère de l'identité nationale, comment il l'appelait Sarkozy à l'époque, le ministère de l'immigration, de l'immigration, merci. Le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Ça veut dire qu'on dit à la population, il y a deux catégories de population, l'identité nationale et les immigrés d'un côté. Donc en gros, voilà, sachez à quoi vous vous attendez. Donc, et il n'y a pas que lui, tous les gouvernements depuis à peu près une trentaine d'années ont compris. Mais d'ailleurs même du temps de la Révolution française, enfin non, du début du siècle, quand il y avait les débats sur la 1905, c'est Jean Jaurès qui disait on a mis la question, on a sorti la question religieuse, on a mis la question sociale sous le tapis. C'est exactement ce qui se passe un siècle après. C'est on est en train de nous parler de la viande halal, les cantines scolaires, le foulard, les mosquées, les prières de rue, patati patata, pour occulter les droits du travail qui a été bafoué, la loi Khomri, qui d'ailleurs, le pire, c'est que ces gens qui crient là sur les petits bouts de poussière qu'ils ramassent là, soi-disant dans leur lutte, ils ont laissé passer un truc de fou. La disposition dans le code du travail qui permet à un employeur de discriminer les salariés qui portent un signe religieux sous prétexte de la cohésion nationale, la cohésion dans l'entreprise et le bien-être dans l'entreprise. C'est une disposition discriminatoire qui n'existe pas dans le code du travail, mais qui devient force de loi parce qu'elle a été intégrée dans les accords et qu'aujourd'hui les patrons vont utiliser pour exclure des musulmans qui portent un foulard ou un musulman qui a une barbe, et d'ailleurs ça a commencé. Donc la question sociale est la question centrale. Si on dit que le problème aujourd'hui, alors il n'y a pas qu'elle, moi je dis la question sociale, il y a aussi la question culturelle. La question culturelle aujourd'hui, c'est Gramsci qui fait référence, je lisais un papier là, je sais pas quand là, il fait une référence, il dit la domination directe du pouvoir fort, c'est-à-dire le dominant, il peut te casser la gueule avec l'armée, la police, les matons, etc. Et à un moment donné, ça passe plus, ça marche plus ça. Tu ne peux pas, et ils ont tiré des expériences, des luttes du peuple français en particulier, de la Commune, de la Révolution française, etc. Ils se sont dit, il faut
une domination indirecte. Et la domination indirecte, c'est quoi? C'est la domination culturelle. Aujourd'hui, je vois par exemple, moi je suis d'origine tunisienne, mais j'en ai les tripes retournées. Je vois les émissions à la télévision tunisienne, copier-coller. C'est même des sociétés sionistes françaises, Cactus, machin, de Arthur et toute la clique, qui nous vendent des émissions. Le truc du millionnaire, là, le million, les cartons, le truc de on va ouvrir le rideau, le truc de... Toutes les émissions, même dans le style, même dans la décoration, c'est des copier-coller. Et t'as l'ambassade de France, l'ambassadeur de France qui vient et qui dit on va lancer la campagne en Tunisie, je m'exprime en français. Tu t'exprimes en français? Pourquoi? Moi, je suis venu faire une campagne ici, auprès des médias, auprès des hommes politiques, je m'exprime en arabe et obliger les chaînes nationales tunisiennes, algériennes à parler. Non, c'est un truc de fou. Et vous regardez les émissions, voilà, je vais l'enregistrer, je vais faire un truc sur Facebook, je vais enregistrer des parties d'émissions et vous allez voir, sur 10 mots exprimés, il y en a 2 en arabe et 8 en français. Parfois, c'est 4-5 phrases d'affilée en français que la population ne comprend pas. Tout le monde donc il y a aujourd'hui un impérialisme culturel, il y a un modèle de société qu'on veut nous imposer, il y a une façon de manger qu'on veut nous imposer, une façon de s'habiller, une façon même de prier. Aujourd'hui, on nous dit, Macron va faire le consistoire de l'islam de France. Il va nommer un grand imam. Il va réguler l'islam de France. Régule-toi, régule les banques qui te commandent et qu'est-ce que tu régules quoi? Donc ça veut dire que pour nous, la question identitaire et la question religieuse, c'est un piège dans lequel nous-mêmes on est tombés. Dans lequel les musulmans eux-mêmes sont tombés parce qu'ils n'ont pas compris que c'était leur mort, que de se contenter de défendre un petit bout de terrain qui va parler du foulard, de je sais pas quoi, de la mosquée, du machin. Non, ça, c'est ton droit bien sûr, mais il y a des choses qui sont fondamentales. Déjà, l'égalité de droit. Si tu ne te bats pas face à la justice pour que la justice te traite de manière égalitaire, si tu ne te bats pas face à la police qui te traite de manière égalitaire, si tu ne te bats pas face à l'homme politique pour qu'il vote des lois de manière égalitaire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ta mosquée et ton foulard? Mais c'est la catastrophe. Après, c'est même toi, ton existence qui va être bafouée, qui va être jetée à la poubelle. Donc, pour revenir, la question sociale, c'est la question clé. Le jour où les gens auront à manger, on le sait, quand les gens sont repus, quand ils sont matériellement bien, etc., ils sont soignés, ils ont fait l'école, ils ont une voiture, ils ont un minimum de confort, ils ne cherchent pas trop chez le voisin. On a connu les années 70, les mecs ça bossait, même s'il y avait de la discrimination, comme je disais tout à l'heure, dans les usines d'automobile et ça travaillait, il y avait une dynamique, il n'y avait pas le chômage, il y avait encore... Donc on ne se préoccupe pas trop. Il y avait l'islam, il était là, nos parents ils étaient là, il y avait des mosquées, peut-être dans des caves, dans des foyers, mais... ça n'était pas exploité. Ça a commencé quand les crises ont commencé, quand il y a eu le rapport de force. C'est 82, quand Mauroy, avec Auroux et Defer, ils ont dit, les gars dans l'automobile, c'est les islamistes roménistes. Bravo. Roménistes, alors qu'il n'y a aucun qui était chiite à l'époque. Les ayatollahs de la CGT. Ouais, donc, alors c'était que des malékites du Maghreb. Allez, tu te rappelles cette période, tu vois, Ali qui est là, et on la connaît cette période. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit non, c'est des intégristes roménistes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a islamisé la question sociale. On a fait un détournement, une diversion, en disant le problème c'est les intégristes. Comme aujourd'hui, c'est le terroriste, pour bouffer les libertés des gens, etc. Donc, moi je dis aux musulmans qui m'écoutent, ne tombez pas dans le panneau. La question, c'est pas la question religieuse, c'est la question d'abord sociale, et la question d'un rapport de force politique. C'est le jour où tu pèseras. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des lobbies, on le sait, puisque vous, les complotistes, là, toute la clique des clowns là, qui sont en train de nous ramasser les oreilles. Eh bien, bougez-vous. Mais il y a des lobbies, effectivement, il y a des lobbies. On ne va pas le cacher. Il y a des lobbies sionistes, il y a des lobbies francs-maçons, il y a même des lobbies homosexuels. Moi, j'ai eu le malheur de m'exprimer un jour sur le mariage homosexuel, alors que je connais des homosexuels qui étaient contre le mariage en disant pourquoi on va déclencher une guerre avec les autres, puisqu'il y a le Pax, tout ça. Ben, aujourd'hui, ça me vaut d'être diabolisé chez les soi-disant libertaires, les anarchistes, etc. Allez, foutaise, quoi. Donc on sait très bien, aujourd'hui, qu'il faut sortir de ce truc-là, que c'est une question de rapport de force politique. C'est le jour où nos pays d'origine, moi je citais tout à l'heure l'exemple de la révolution russe. Pourquoi les partis communistes, ils ont pu exister jusqu'à Cuba, au pied des États-Unis? Le mec, il était là-bas, il a tenu tête pendant 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait une base arrière. Nous, c'est quoi notre base arrière aujourd'hui? C'est pas Tariq Ramadan qui est en train d'être jeté en prison aujourd'hui, qui est traité comme je sais pas quoi. Donc on n'a pas de base arrière, donc il faut arrêter de se leurrer, il faut être réaliste, il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout les armes pour nous battre face à cette guerre qui nous est déclarée, et qu'il ne faut pas qu'on nous induise dans des fausses batailles. Voilà, moi, effectivement, j'en reviens. C'est pour ça que je dis c'est une régression. Moi, au lieu de faire cri, j'aurais préféré être à l'ASTI, continuer à être président d'une ASTI, et continuer à travailler, à me battre avec des gens de toutes confessions, de toutes origines, pour que les travailleurs, pour que les pauvres, pour que les exclus, pour que les opprimés, pour que les dominés, et puissent avoir un peu de dignité et prendre leur part du gâteau, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui le mangent, quoi.
Merci infiniment, vraiment merci beaucoup. Oui, alors vous avez justement mentionné Tariq Ramadan, donc c'est toute la question qui se pose aujourd'hui sans aborder la question de l'enquête en soi, bien sûr. Vous avez aidé à sa promotion dans une certaine mesure, et comment maintenant vous faites le bilan de cette activité, et pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, il est devenu une cible? Tariq Ramadan, c'est un symbole, effectivement. Nous, on a commencé le travail à Lyon, à l'Union des jeunes musulmans en 1986. Moi, j'ai commencé en 1979 en Ardèche. Et avec le bagage que j'avais de militant syndical, d'extrême gauche, etc., je suis arrivé avec un bagage dans l'islam, un bagage militant, un bagage politique. Donc on a créé à Lyon une entité qui s'appelle l'Union des jeunes musulmans, qui avait la particularité d'être quelque chose d'original, de nouveau. C'était, on réclame notre islamité, en plus j'étais à la marche, donc la marche, on a vu le chèque, on a vu la récupération, on a vu le hold-up politique qui nous a été fait par nos soi-disant amis de gauche. Donc on a dit, puisqu'ils nous ont trahis, ben je ne vois pas pourquoi on va continuer à s'atrophier d'une partie de notre identité. Notre islamité, elle fait partie de nous, on va la mettre en avant. Et on a créé l'Union des jeunes musulmans en disant, on va aujourd'hui se battre en tant que citoyen, mais en tant que musulman, on ne va pas cacher cette identité musulmane. Et le bagage que j'avais ramené avec quelques-uns dans l'UJM a donné quelque chose de pertinent. Quelque chose qui dit, je suis citoyen de ce pays, je me bagarre pour obtenir la justice, l'égalité, mais je ne renie pas ce que je suis. Parce qu'on a connu l'époque, et moi je l'ai connu, l'époque des gens qui se défrisaient les cheveux, qui s'appelaient Momo et Fafa, qui ne voulaient pas s'appeler Mohamed et Fatima. On a connu tout ça, les anciens se rappellent ces périodes-là, vous pouvez interviewer tous les anciens. On a eu une sorte de complexe identitaire à l'époque, et l'islam c'était un truc de vieux, un truc de rétrograde, on fumait, on buvait, on draguait les femmes, machin, tout ça, c'était la belle vie, machin. On s'en foutait de la question de la religion. On s'est rendu compte que, malgré les concessions identitaires, culturelles qui ont été faites, eh bien on a été renvoyé à notre bougnoulité. On a été renvoyé à notre immigritude, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, en disant vous êtes des fils de Félouz. Tout à l'heure je parlais des racistes en Ardèche qui m'insultaient, ils me disaient le Félouz et le petit Félouz. Eh bien on nous a renvoyé à ça. Nous on s'est dit, eh bien on va transformer ce stigmate en quelque chose de positif. On va dire aux jeunes, tu peux exister, tu peux te battre en ne niant pas ton identité. Et ça a pris, on s'est rendu compte dans les banlieues, des mecs qui étaient dans la drogue, dans la prostitution, dans les braquages, machin, qui sont revenus à l'islam et qui ont décidé de vivre de manière, j'allais dire, correcte, engagée. Et notre islam à nous, c'était un islam engagé, un islam de lutte, un islam de justice sociale, un islam de progrès. Et on a essayé de nous récupérer à l'époque, etc. Et jusqu'au jour, alors de 86 à 93, alors on faisait venir Hani Ramadan à l'époque, 87, 88, etc. On faisait Hani Ramadan parce qu'il était francophone et que nous, en 86, on a demandé aux gens qui intervenaient dans nos conférences, dans nos cercles de réflexion, dans nos veillées spirituelles, qui parlent en français. Et ça nous a valu d'être diabolisés par les arabophones de l'époque. Mais c'est quoi ces petits jeunes-là qui sont en train de pervertir la religion, etc. Et après, on a imposé le français, on a trouvé Tariq Ramadan, on a trouvé Abdelhani Berber à l'époque, Vincent Montaille, enfin des gens comme ça qui parlaient français, on les a fait venir. Et 93, on découvre Tariq Ramadan. Et Tariq Ramadan arrive sur un terrain déjà défriché, labouré, qui existait. On avait une pratique sociale. On faisait un travail avec les maires des banlieues, avec André Gérin, pour pas le nommer. On faisait un travail extraordinaire de prise en charge, de prévention de délinquance, d'action socio-éducative, socio-culturelle. Pardon. Ah, ça coupe. Oui, il faut changer la... Vas-y. Compris. Donc la mosquée Rahma, il vient nous proposer, il dit non, nous, on veut faire une école Tawhid, une école de la réussite. On a créé l'école Tawhid à Lyon, on a recruté les jeunes qui étaient en licence, en bac, etc., en maîtrise, qui voulaient réussir, qui avaient des examens à préparer, et on a fait des sessions de formation intenses. Les gens venaient, alors bien sûr les bénévoles, quand ils sont motivés, quand on les motive, ils donnent 10 fois plus que quelqu'un payé, quoi. Parce qu'ils étaient motivés, c'était un challenge générationnel. Si on dit maintenant, on va fabriquer la génération de ceux qui vont prendre le pouvoir, qui vont monter, etc. On a créé ça, on a fait des sorties culturelles. On a dit les mamans, au lieu de faire le ménage, de faire les gosses, restent là, on va les sortir, on va les sortir à la campagne, on sort du loisir, on va faire des promenades, on va faire des activités culturelles. On a développé toute une dynamique dont la spiritualité et la religion étaient une partie infime du tout. On a fait des veillées spirituelles. Samedi soir, on ramassait les jeunes. Alors on choisissait quelqu'un qui était francophone, ou sinon on traduisait, et on disait aux jeunes, ben venez, au lieu d'aller en boîte de nuit, viens à la boîte de Nour. Le samedi soir, il y a la boîte de nuit, et nous on disait, viens à la boîte de Nour. Il y a une boîte de Nour, le samedi, tu viens t'écouter un texte, tu rentres chez toi. Et on voyait des jeunes, wallah, ils venaient, ils avaient fumé, ils avaient bu, mais ils venaient quand même.
parce qu'ils ressentaient un besoin de quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Ils avaient un besoin d'écouter quelque chose d'apaisant, quelque chose qui avait du sens, quelque chose qui leur parlait, quelque chose qui réveillait en eux quelque chose d'endormi. Et alhamdoulilah, comme on dit, grâce à Dieu, après, c'est devenu comment on appelle, un endroit incontournable. Le Qiyam al-Layl à Lyon, on a commencé en 86, c'est devenu une institution. Aujourd'hui, pratiquement toutes les associations musulmanes font de Qiyam al-Layl, alors qu'on ne savait même pas ce que c'était. Moi, personnellement, je suis dans l'islam de 79, 79-86, je ne savais même pas ce que c'était Qiyam al-Layl. C'est les veillées nocturnes, on fait des veillées spirituelles, on fait de l'adoration, de l'invocation. Mais c'était une partie de nos activités parmi d'autres activités. Donc on a instauré ça, et quand Tariq Ramadan est arrivé, d'ailleurs il est arrivé sur un temps fort. On l'a découvert lorsqu'on a organisé une manifestation régionale pour soutenir une jeune fille qui s'appelle Shahrazad, qui faisait une grève de la faim dans une caravane devant le rectorat de Grenoble. On lui avait interdit de passer son bac avec son foulard. Elle s'est mise en grève de la faim dans une caravane, et moi j'étais avec Yamin et Absamad à l'époque, donc deux responsables de l'hygiène. On s'est dit, c'est pas possible, la jeune fille, on la laisse comme ça, les fachos, ils vont venir, ils vont la brûler dans sa caravane. On ne peut pas la laisser comme ça. Et effectivement, il y avait des fachos qui s'excitaient, etc., contre le foulard, machin. Donc on a dit, on va faire une manifestation. Et on a organisé une grosse manifestation régionale, et c'est là que Tariq Ramadan, par l'intermédiaire de son frère Rani, il est venu, il a fait connaissance avec nous. Donc il a découvert, ça a été, comme je le dis toujours, un coup de foudre. Nous, on a découvert quelqu'un érudit, compétent, qui parle bien, qui a du bagage intellectuel, et lui, il a trouvé une pratique sociale innovante, un islam qui répondait à des attentes de la population. Il y a une sorte d'opportunité qui s'est présentée à nous deux, et effectivement on a acheminé, on a mis toutes nos billes. Et moi j'étais un de ceux qui étaient contre, je le dis pour l'histoire aussi, je disais il ne faut pas mettre toutes les billes dans le même panier. Je dis il ne faut pas qu'on devienne la maison d'édition Tariq Ramadan, parce que 90% des éditions, des cassettes, des livres, etc., c'était Tawhid. Tawhid, c'est la maison d'édition qu'on a créée pour obtenir notre autonomie financière, parce que nous on a pensé loin. Moi, voilà, le bagage que j'avais militant m'a amené à dire il faut l'autonomie financière. C'est aussi indispensable pour être autonome politiquement. Tu ne peux pas être indépendant politiquement, et on a vu la preuve. Et je cite l'exemple qui est à point nommé. La TMF qui organise le Moussem et qui refuse de recevoir Abdelaziz Chambi et Sonia Nour parce que les subventions risquaient d'être bloquées par le CGT, par je ne sais pas qui. Donc vous voyez, l'indépendance financière, c'est l'indépendance politique. Donc nous, on a compris très vite ça. On a créé les outils, on a créé une librairie, bibliothèque. La première bibliothèque musulmane de France, c'est à Lyon qu'elle s'était faite à Tawhid. Les jeunes pouvaient venir prendre un livre, prendre une cassette, prendre un CD ou une cassette audio et aller l'écouter et la ramener le mois suivant. Donc, on a créé cette dynamique-là, et Tariq est arrivé, et il a pu, alors que nous on était le nez sur le guidon, effectivement, moi je suis un, c'est comme ça, moi je suis toujours le nez sur le guidon, avec d'autres. Et il a trouvé les mots pour conceptualiser une pratique sociale nouvelle, un fait social nouveau. L'islam de France, l'islam d'Europe, l'islam progressiste, l'islam engagé, l'islam, comment dirais-je, l'islam qui veut aller de l'avant et qui veut être dans une participation citoyenne. Alors là, il a mis les mots, voilà, il s'est inspiré de nous. On l'a fait visiter les quartiers des Menguettes, par exemple, quartier de Vaux-en-Velin. On a fait des réunions, on l'a fait montrer les cages d'escalier, dans quoi vivaient les gens, dans quoi, parce que Tariq Ramadan, c'est pas le fils d'ouvrier, donc tout le monde le sait. Il a grandi à Genève, dans le centre des eaux vives, ou chez lui, là où il a habité, mais c'était pas du tout, voilà, le fils d'ouvrier. Donc il connaissait pas cette culture des quartiers populaires. Il la connaît pas encore suffisamment, à mon avis, mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais toujours est-il qu'il est arrivé à un moment où la parole, effectivement, avait besoin d'être portée à un niveau plus élevé. Et après, bon, les bilans qu'on peut faire, on les fera, je pense, à un autre moment, parce qu'il faut les faire. Une des carences du milieu associatif musulman, c'est qu'il n'est pas capable de faire des bilans. Et Dieu sait que j'en ai posé des exigences pour qu'on fasse des bilans, que ce soit à l'UJM, Collectif des musulmans de France, Présence musulmane, on n'a jamais fait des bilans. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des bilans et on fait des évaluations, on se rend compte qu'on a dévié de la trajectoire initiale et que la déviation est due à un tel et à un tel. Et qu'on a encore du mal aujourd'hui, les musulmans, en tout cas je parle de ce public-là que j'ai côtoyé, que je côtoie et que je fréquente, on n'est pas capable d'accepter ou d'avoir la culture du contre-pouvoir. La culture de l'opposition, la culture du débat démocratique fait énormément de défauts aujourd'hui. Et dès que dans une structure musulmane, vous n'êtes pas dans le consensus, enfin même pas le consensus, dans la vision dominante, eh bien, on vous élimine, on vous diabolise, on vous dit « tu fais la fitna mon frère, tu fais la fitna ». La fitna, c'est la discorde, c'est la pagaille, c'est la guerre, c'est ce que tu veux. C'est de la culpabilisation gratuite. En disant, ouais, mais toi, la fraternité, mon frère, il faut que tu revoies ton email, mon frère. Il faut que tu revoies ta foi, mon frère. Il faut que tu revoies ta fraternité, mon frère. Oui, merci, mon frère. Oui, merci. Je connais la musique. Donc aujourd'hui...
À propos du terrorisme, justement, les derniers terroristes, quand on analyse leur biographie, on voit que c'était souvent justement des délinquants, des drogués, peu pratiquants, ayant effectué un séjour dans des camps d'entraînement de djihadistes et qui n'étaient pas inconnus des services de police. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut établir un lien entre ce qu'on appelle le terrorisme islamiste et les terrorismes antérieurs, dits d'extrême gauche, d'extrême droite et du plan Gladio? Non, moi je nuancerais, parce que le terrorisme d'extrême gauche, les Brigades Rouges ou Action Directe, etc., c'était quand même des mouvements qui avaient une ossature politique. C'était des gens qui avaient des idéaux, qui avaient un soubassement politique. Et ils avaient envie de changer la société à leur façon. C'était, voilà, pour certains, ils se disaient révolutionnaires. Voilà. Donc il y a la gauche prolétarienne, etc. Ils avaient, voilà, on ne peut pas comparer des gens qui ont un cursus politique, un passé politique, un soubassement politique, avec des gens qui sont dans l'émotionnel, qui sont des borderline, qui sont des gens qui, du jour au lendemain, il était en train de fumer, de dealer du shit, se retrouvent du jour au lendemain enturbanés, en train de poser des bombes, en train de tuer des innocents. C'est deux publics différents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, comment ça s'appelle, c'est la bande d'Abadère, je crois qu'ils ont laissé mourir en prison. C'est pas pour rien. C'est que l'Allemagne, elle a laissé les militants mourir en prison. Hein? C'était pas moi, s'il te plaît. Comment? Je dis pas moi, s'il te plaît, parce que vous avez dit bande d'Abadère comme c'est le... Ah, c'est ton Badère, désolé. À l'époque, effectivement, ils ont laissé les militants mourir en prison avec la grève de la faim. C'est pas pour rien. C'est pas des petits charlatans qui viennent comme ça à dire ouais, on va pas le machin. On met un turban et une barbe, on se dit machin. Donc, ça veut dire qu'il y a la différence entre les mouvements d'extrême gauche de l'époque, le mouvement dit d'action directe, etc. Il y avait une construction politique, alors que là, c'est du superficiel. C'est même de l'instrumentaliser. C'est du manipuler. C'est du manipuler, c'est tellement... Moi, je l'ai dit, un jour, les RG m'ont attrapé, les attentats d'Algérie, machin, les attentats en France, là, 80, je sais pas, 92, 95. Ouais, je lui dis, mais vous savez très bien, je dis, il y a des jeunes aujourd'hui, si je veux, moi, les enrôler, je les enrôle, moi. Je donne un peu de fric et je les enrôle, parce qu'ils n'ont pas de soubassement politique. Ils n'ont pas de structuration mentale capable de comprendre les enjeux. Voilà la différence entre eux et eux. Donc, c'est des petits jeunes qui sont manipulés par les services. Quand le jeune Mera, on l'a tué, avant ça, Khaled Kelkal, nous on était à Lyon, Khaled on l'a vu, c'est un jeune qu'on aurait pu sauver, si on nous avait laissé travailler à l'époque à Lyon, si on avait fait continuer le travail des banlieues, de restructurer des jeunes, de sortir de la délinquance et de la déviance, pour les ramener dans un droit chemin, eh bien on l'aurait sauvé Khaled Kelkal. Qu'est-ce qu'il dit l'officier de gendarmerie quand on l'a attrapé à Vaugneray? Il dit achève-le, achève-le. Le gamin, il était par terre, il était blessé, il dit achève-le. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'il dise des choses. Parce qu'il y a des services renseignements algériens qui étaient derrière, le service français qui est derrière. Mohamed Merah, quand il a tombé la carte de visite du responsable de Sarkozy, ils l'ont trouvé, c'était un conseiller de Sarkozy, le bonhomme. Comment un bonhomme bloqué dans un immeuble, on n'est pas capable de lui mettre des gaz d'asphyxiant? On lui balance par les canalisations des gaz d'asphyxiant, on le ramasse comme un rat, on le sort vivant. Mais non, ils ont préféré l'achever. Parce qu'il y a des zones d'ombre derrière ces affaires-là, où il y a des services qui ont tout intérêt. Ben, attendez, mais on va pas se cacher là le truc. George Bush qui déclenche une guerre qui détruit un pays parmi les plus avancés du monde arabe et le renvoie 2 siècles en arrière à partir d'une fiole bidon qui nous a montré en disant les armes de destruction massive. Mais ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle de la manipulation de l'opinion publique. Ça s'appelle du mensonge à échelle planétaire. Et on massacre des millions de gens comme ça derrière, et comme si de rien n'était, après on va dire oui, mais il n'y a pas de mais. Il y a ces mouvements-là, c'est des mouvements manipulés, c'est des mouvements qui sont instrumentalisés par les pouvoirs en place, que ce soit les pouvoirs des pays arabes, parce qu'ils se font la guerre entre eux, parce que, y compris dans des associations aujourd'hui en France, on instrumentalise un tel contre un tel, etc. Et il y a des gens qui sont d'obédience frères musulmans, d'autres wahhabites, d'autres je ne sais quoi, d'autres chiites, d'autres soufis, d'autres je ne sais quoi. Il y a des enjeux politiques qui des forces politiques qui instrumentalisent ces réalités-là en France et dans le monde. Donc moi, quand on me parle de terrorisme, moi je dis c'est des pauvres gars, c'est des égarés, c'est des gens perdus, c'est des gens qui n'ont même pas eu le temps de faire leur enfance, leur adolescence ou leur maturité dans l'islam pour arriver à comprendre quelque chose. Comment vous voulez qu'on fasse quelque chose avec des gens comme ça? C'est n'importe qui peut les manipuler et en faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est un phénomène qui sert les dominants, qui sert les forces d'occupation. Au nom duquel, c'est ce que je voulais dire dans mon intervention après, je veux dire, il y a tous ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes qui ont des finalités géostratégiques, politiques, impérialistes, colonialistes. C'est rien d'autre. Sinon voilà, Daesh, je citais tout à l'heure, c'est, comment il s'appelle, Ruffer, le criminologue. Il a fait une étude sur les responsables de Daesh.
Xavier Offert, c'est pas ma tasse de thé, c'est un petit facho, mais bon, ça c'est pour moi, à ma vision à moi, mais bon. Et il a quand même dit des choses qui sont vraies. Il a dit sur les 10 responsables de Daesh, il n'y en a que 2 qui sont musulmans. Et encore, je suis curieux de voir quel islam ils vivent. Donc vous avez tout compris. Quand on dit Daesh, qui est devenu un État, elle a pris la moitié de la Syrie, la moitié de l'Irak. C'est pas possible. Elle vendait du pétrole à l'Occident, etc. Le prix du pétrole, il n'a jamais été aussi bas. Et on nous prend pour des gamins. Mais on n'est pas tombé de la dernière pluie. Donc moi, quand on parle de ces mouvements-là, je dis attention, la ficelle elle est trop grosse, quoi. Moi je dis aux jeunes, attention, ne répondez pas à ces sirènes, parce que c'est des sirènes de l'enfer, c'est des sirènes de la mort, c'est des sirènes d'instrumentalisation, c'est des sirènes criminelles qui n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam, le prophète de l'islam, je l'ai dit tout à l'heure, il est venu, il a créé l'association de bienfaisance, le pacte de la chevalerie, Hilf al-Fudul, et il était avec des non-musulmans, ils sont allés faire quoi? Ils ne sont pas allés dire, rentre dans l'islam, il n'était même pas musulman le prophète de l'islam à l'époque, il avait 20 ans. Et il est allé dire, rendez la justice, rendez le bien du pauvre, rendez le bien de l'opprimé, la veuve, donnez-lui son dû, l'orphelin, donnez-lui son dû. Il n'est pas allé... Donc moi, pour moi, si on doit prendre un exemple, c'est notre prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et quand il a reçu la révélation 20 ans après, ils lui ont dit, oh Rasulallah, est-ce que tu referais Hilf al-Fudul? Il a dit, bien sûr que je le referai. Et il était musulman. Donc la conclusion, c'est de dire, si on veut changer les choses, c'est suivre cet exemple-là. Et pas rentrer dans une sorte de sectarisme et répondre au manichéisme de l'Occident aujourd'hui, au manichéisme de Bush, par un manichéisme dans l'autre sens. En disant, nous, on est...